bienvenue à ceux qui n'étaient pas là ce matin, qui n'ont pas pu venir. Je suis Lucie Haguenoer. Je m'occupe pour l'Institut français-Argentine de la coordination de Orillas Nuevas. Donc, ce moment-là, c'est un moment où on va présenter les mentors qui sont venus de France. Et c'est un des moments de plénière qu'on aura tous ensemble. Donc, avec ce matin, là, cet après-midi et demain matin pour la présentation des projets. Donc, eux, ils vont se présenter. Je vais vous expliquer un peu l'idée qu'on a eue en les invitant chacun. Et demain matin, ça sera à vous de vous présenter. Donc, demain matin, l'exercice est un peu plus contraignant pour vous parce que on va avoir des 31 projets dans toute la matinée. L'idée, c'était de voir, d'avoir un panorama autant pour les mentors français, pour nous comme institution, mais aussi pour vous, des différents projets qui ont été sélectionnés dans Orillas pour pouvoir faire justement cette transversalité dont je parlais ce matin. Aujourd'hui, ils sont 6 ici, présents. Donc, on a choisi 10 mentors. Fred Sancerre n'a pas pu venir pour des questions de santé, donc il viendra fin février. Donc, on verra peut-être même avant si on arrive à faire des choses, des entretiens par Zoom. Et ils ont été choisis en fonction des besoins qu'on a identifiés dans chacun des projets. Et c'est aussi des gens qui ont une vision panoramique, disons, de chacun de leur secteur et de leur discipline. Ils ont souvent des compétences qui peuvent servir à plusieurs projets. Et voilà, et je les remercie pour le travail qu'ils ont fait en amont, de lire et d'analyser tous les projets. Ils sont tous français, donc ils ne connaissent pas parfois pas l'Argentine, ou parfois si, peut-être. Et ce qui est important, je pense, dans les dialogues que vous avez avec eux, c'est justement de leur communiquer aussi quand le besoin se fait sentir, les conditions dans lesquelles vous travaillez pour que l'échange soit un réel échange et que vous puissiez vous comprendre. Voilà. Donc, je vais les présenter dans l'ordre suivant. Certains ont des présentations vidéo et d'autres non. Mais c'est pas grave. Il y en a d'autres. C'était pas obligatoire du tout. Donc, voilà. Dans l'ordre suivant. Donc, d'abord, je vais commencer par nos collègues, les professionnels qui interviennent dans le domaine du jeu vidéo, à la fois sur les aspects créatifs, le développement du jeu et l'industrie. Ils s'occupent précisément de 3 projets qui ont été choisis par le jury. Et je voulais répéter que demain après-midi à 14h, ils feront un panorama de l'industrie du jeu vidéo en France et en Europe et dans le monde. Et donc, les personnes et ça, c'est un panorama qui est ouvert à tous les projets si cette industrie vous intéresse. Voilà. Et je laisse la parole à Julien Villedieu et Laurent Michaud. Hola, me llamo Julián y estoy muy feliz y honorado de poder participar en este programa de acompañamiento. Gracias al Instituto Français de l'Argentine y a las fundaciones por su invitación. Disculpen, pero no hablo español, así que voy a continuar en francés. Donc, quelques mots peut-être pour me présenter. Donc, moi, j'ai à peu près 25 ans de recul, ou en tout cas de parcours dans l'industrie du jeu vidéo. Je suis juriste de formation, donc j'ai été amené à rentrer dans cette industrie par le biais de la question juridique, de la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Et au fur et à mesure de ces contrats et ces relations avec ces entreprises, je me suis passionné pour la chose vidéoludique et je suis devenu un observateur de premier plan de ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo, puisque j'ai occupé successivement donc des fonctions de direction d'une association d'entreprises au niveau régional en France, donc dans le quart sud-est de la France, qui est devenue une des associations au début des années 2000 qui était
extrêmement emblématique et qui a provoqué un certain nombre de prises de conscience au niveau régional, voire au niveau national sur cette industrie. Et j'ai ensuite été amené au début des années 2010 à cofonder et à prendre la direction générale de l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de jeux vidéo en France. Donc le syndicat national du jeu vidéo. À travers ces différentes expériences et ce parcours professionnel au plus près des entreprises, j'ai pu à la fois développer des compétences, développer de la connaissance de cette industrie, mais aussi une certaine expertise, à la fois sur les projets, sur la façon dont les entreprises et les entrepreneurs et entrepreneuses conduisent leurs projets, mais aussi sur tous les leviers qui permettent à une idée de devenir ensuite un projet, de former une équipe et puis ensuite avec l'ensemble des relations et des connexions qu'on peut établir à travers le monde, de faire naître finalement quelque chose qui est un jeu commercialisable et d'obtenir du succès. Alors, comme cela a été dit ce matin dans le petit atelier qu'on avait de côté, c'est pas toujours le succès n'est pas toujours garanti. On est sur du contenu créatif, on est sur de l'innovation, et donc c'est forcément une matière qui peut être plus ou moins complexe. Aujourd'hui, donc, depuis décembre 2023, j'ai quitté cette organisation professionnelle. Au cours de ces 15 dernières années, j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre un certain nombre de chantiers à destination des pouvoirs publics, notamment créer en France les conditions d'un écosystème et d'une industrie qui se développe maintenant avec beaucoup de dynamisme et une vraie attractivité à la fois créative et innovante. Un crédit d'impôt jeux vidéo, les fonds de soutien régionaux, les subventions, tous les dispositifs de financement aussi avec des investisseurs privés qui s'intéressent maintenant aux jeux vidéo. Et j'ai décidé de créer mon entreprise en début d'année 2024. Donc moi aussi, c'est un projet. Et j'ai monté donc ma structure de conseil et aujourd'hui, j'accompagne à la fois des acteurs publics et institutionnels sur le développement du jeu vidéo sur leur territoire pour en faire un levier d'attractivité. C'est ce qui m'amène à travers le monde à travailler dans différents pays. Je peux vous donner voilà, le Maroc, par exemple, l'Indonésie, Singapour ou encore le Luxembourg. Et puis, évidemment, très content de participer à des programmes de mentoring, comme j'ai pu le faire en Afrique du Sud et désormais ici en Argentine. Et donc, j'accompagne aussi sur l'autre côté de ma casquette des entreprises privées sur leur structuration, le développement, de leur croissance, tout ce qui est les sujets liés au financement et à l'internationalisation des projets. Donc, je suis très heureux d'être là, de pouvoir interagir avec les 3 très beaux projets qui nous ont été proposés. Bravo déjà à elles et à eux d'en être arrivés là parce que avec 1500 projets au global, alors je ne sais pas combien il y en avait dans le jeu vidéo, mais en tout cas, c'est déjà une sacrée performance. Et avec mon camarade Laurent, à qui je vais céder la parole, je pense, on est évidemment très honoré de pouvoir vous apporter très modestement notre regard, d'être dans l'échange avec vous et pour vous accompagner dans la construction de votre réussite. Voilà, donc merci beaucoup, merci d'avance et puis très heureux de découvrir aussi cette très belle ville de Buenos Aires. Hola. Mais j'en dirai pas plus, en fait, puisque comme je disais à mes petits camarades, je regrette d'avoir pris italien deuxième langue. Je suis ravi d'être là, donc merci de cette invitation. Je découvre l'Amérique latine, l'Argentine. C'est une ville assez extraordinaire. On ressent une vie énormissime ici. On a visité quelques quartiers, on va continuer à l'occasion. On s'y sent bien, en fait, à Buenos Aires, donc merci de cet accueil chaleureux et merci aux organisateurs également d'avoir eu la gentillesse de m'inviter avec Julien. Donc pour ce qui me concerne, je suis économiste de formation et j'ai intégré après mes études un cabinet d'études et de conseil spécialisé dans le numérique en France qui s'appelle l'IDAT DigiWorld. L'IDAT, c'est Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe. C'est un cabinet qui était assez connu pour traiter les questions des télécoms et des médias. Et ils ont eu la bonne idée au début des années 2000 de lancer une première étude, on appelle ça des market research, sur le jeu vidéo. Donc, on a fait un appel en interne pour savoir s'il y avait quelqu'un qui était intéressé pour diriger ces travaux.
Et j'étais encore joueur chevronné à cette époque-là, donc j'ai levé la main. Et j'ai travaillé ensuite pendant une vingtaine d'années. Alors, j'ai pas fait que du jeu vidéo, mais c'était mon sujet de prédilection. J'ai accompagné une cinquantaine de studios de développement de jeux vidéo, généralement des studios qui étaient au début du processus de création et qui avaient souvent associé à leur processus de création de l'innovation technologique dans logiciel ou parfois d'électronique. Voilà, donc j'ai accompagné un certain nombre d'entreprises du jeu vidéo et puis progressivement j'ai élargi le champ de mes recherches aux industries créatives. Donc j'ai également accompagné des collectivités territoriales, des régions, des départements, des métropoles en France sur les questions de diagnostic liées au développement des industries créatives sur les territoires. J'ai fait la même chose pour le développement du digital sur le territoire. Et j'ai également mené quelques missions pour les représentants institutionnels français, notamment les ministères, sur cette industrie qui était très peu connue au début des années 2000. Et dans la première décennie des années 2000, le gouvernement s'est beaucoup interrogé, les gouvernements se sont beaucoup interrogés sur ce que c'était que cette industrie qui était mal comprise, mal appréhendée, qu'on dimensionnait assez mal. Donc les pouvoirs publics ont souhaité être accompagnés pour se voir un petit peu aider sur la compréhension de ce secteur. C'est aujourd'hui encore des missions qui existent parce que même si cette industrie a plus de 40 ans maintenant, elle est encore assez mal connue, assez mal perçue et pourtant elle génère des emplois pérennes, des emplois de bonne qualité. C'est du soft power à l'étranger également. Donc voilà, il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais on voit qu'aujourd'hui, on les a intégrés dans les industries culturelles et créatives et dans les programmes nationaux et internationaux en lien avec les industries créatives. Donc, c'est un des secteurs les plus importants des industries créatives. Voilà. Donc, je suis resté 20 ans à l'IDAT. J'ai par la même occasion été expert pour la Commission européenne, expert pour la Banque publique d'investissement en France. J'ai cofondé une association régionale qui s'appelle Push-Start, qui représente les acteurs du jeu vidéo en Languedoc-Roussillon, en Occitanie, désormais dans le sud de la France. Et puis, j'ai présidé pendant 4 ans le fonds d'aide régional du jeu vidéo des Hauts-de-France, donc dans le Nord, où on a vu passer, chaque année, on avait un budget de 600 000 euros qui était donc des subventions octroyées aux studios de développement, aux studios de développement, soit pour faire du prototypage, soit pour faire de la production. Donc ça, c'était une expérience assez intéressante que j'ai pu retirer de ce passage en tant que président du fonds d'aide de Pictanovo, l'agence de développement de l'audiovisuel et des jeux vidéo des Hauts-de-France. Fin 2019, j'ai rejoint un groupe de formation au métier artistique et j'étais directeur de développement de ce groupe de formation. C'était tout à fait différent et tout aussi passionnant puisque là, pour le coup, il s'agissait de travailler sur de l'innovation pédagogique, sur de la qualité, des certifications professionnelles, et puis de redéfinir le programme des études en jeux vidéo qui étaient proposées par un certain nombre d'établissements de ce groupe de formation. Je suis resté 3 ans et demi dans cette structure qui s'appelle Icône. Et pour ceux qui connaissent l'animation, il y a une école dans le groupe Icône qui s'appelle ESMA, qui est une excellente école de formation au métier de l'animation 3D. Donc, au bout de 3 ans et demi, j'ai quitté ce groupe de formation et on m'a confié la direction générale d'un studio de développement de jeux vidéo à Montpellier d'une 40aine de personnes. Donc, pendant 14 mois, j'ai dirigé ce studio donc sur différents aspects, la gestion des équipes, sur la gestion, tout simplement, donc l'administration RH. Et puis, j'ai évidemment été très intéressé par les aspects de gestion de production, qui est au cœur de beaucoup de studios qui sont dans une taille intermédiaire entre 20 et 30 personnes. La gestion de la production devient quelque chose de fondamental et c'est assez difficile de trouver de très bons producers qui prennent en charge cet aspect des choses pour des studios donc de taille intermédiaire. Et il y a quelques semaines, j'ai décidé, comme Julien un peu plus tôt, de lancer ma boîte de consulting parce que quand on a fait du consulting pendant 20 ans, je pense qu'on a développé des compétences pour le faire et
Et définitivement, c'était très intéressant de passer de l'autre côté dans l'industrie, mais de revenir à cet aspect-là, à ce métier-là. Et c'est aujourd'hui à ce titre-là que je me présente à vous. Voilà. Merci. Merci Laurent, merci Julien. Donc on était du côté on va rester dans l'industrie audiovisuelle. Je voulais juste dire que en fait le jeu vidéo fait partie du portefeuille de notre mission en tant qu'Institut français, ambassade de France en Argentine, et qu'il fait partie de toutes les missions de la coopération audiovisuelle. Et il y a Antoine Sébir, j'imagine, qui est par là. Ah, il est là. Voilà, l'attaché audiovisuel. Et c'est assez récent, mais c'est aussi pour ça que ça faisait partie, bien évidemment, des disciplines qui étaient des disciplines qui étaient prioritaires en fait dans l'appel à projet de Orillas Nuevas. Voilà, pour remettre ça dans le cadre de notre coopération globale. Et donc, je vais passer la parole à Anne-Claire Lehambre, puisqu'on va continuer avec l'industrie audiovisuelle et l'animation, qui a fait aussi partie des disciplines prioritaires. Il y a 7 projets qui ont été choisis dans ce domaine-là. Donc, nous avons invité la scénariste Anne-Claire Lehambre qui va se présenter pour accompagner les projets dans le domaine de l'écriture. Et à la fin de la semaine, il y a Nicolas Schmerking et Christophe Herb qui arrivent, qui sont 2 producteurs qui vous accompagneront plutôt sur donc ces aspects-là liés à la production et qui seront avec nous à partir de jeudi. Voilà, je te laisse la parole. Ok, 2 secondes. Et Anne-Claire a une présentation avec des images. Voilà. Et bonjour. Et désolée pour ce contretemps. Donc, on commence par là. J'ai improvisé. Donc voilà, je suis scénariste. Je travaille dans l'animation depuis presque 20 ans. Et je me suis dit que pour parler de moi, le mieux, ça serait de vous montrer les histoires que je raconte. On n'a pas le son. Tu n'étais pas devant le personnage. Donc ça, c'est un projet que j'ai commencé à écrire il y a 8 ans et qui aujourd'hui est sur les antennes en France, sur France Télévisions. C'est une série qui est composée de 13 épisodes de 52 minutes en animation 2D et qui raconte le combat d'un enfant contre un homme d'affaires populiste qui veut exploiter son arbre jusqu'à la mort. L'animation, c'est pour les enfants et donc quand on fait du dessin animé, c'est politique. Enfin, c'est pas pour les enfants, désolé. Mais bon, écrire pour les enfants, c'est toujours politique. Ça s'enfuit pas comme des polaires. Ouais. Je suis pour. Je vous montre un peu tout ce que je fais. Donc ça, c'était pour la télévision. Et ensuite, après avoir travaillé pendant 8 ans, j'ai travaillé sur, peut-être que les gens qui font de l'animation reconnaissent le trait de Quentin Blake. Donc j'ai travaillé sur un projet de long métrage qui est en développement actuellement, qui adapte à un livre écrit par John Yeoman et qui est illustré par Quentin Blake et qui raconte l'histoire d'amitié et d'amour entre un ours et un vieil homme, un vieil ermite. Enfin, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est une histoire d'amitié, mais c'est surtout une histoire d'amour. Et quand on a écrit ça, dans le fond, ce qu'on voulait dire, c'était que l'amour n'avait pas de genre et qu'on s'en fichait que ça soit un homme, une femme, un ours ou quoi que ce soit d'autre, que l'important c'était l'amour. Voilà. Je me tais un peu, c'est pour que vous puissiez regarder le teaser. C'est un travail en animation 2D, mais aussi traditionnel, en aquarelle. Ça, c'est le teaser qu'on a fait pour
trouver de l'argent. What's going on? No, I can see you. Oh. My slipper. Et ils vont beaucoup s'aimer. Et voilà, et je pense que le dernier teaser que j'ai mis, c'est le travail sur lequel je suis en train de travailler le plus actuellement, puisque là, le teaser précédent avec l'ours et l'ermite, ça y est, ils sont passés à peu près dans la fabrication, ils font l'animatique, alors que là, il y a Piap, donc ça n'a du coup rien à voir en termes de technique, on est dans de l'animation 3D, et sur un projet européen, puisque ce sont des équipes suédoises, danoises, allemandes et françaises qui travaillent dessus et qui vont explorer eh bien évidemment la nature, mais comme dans la pensée scandinave, la nature elle est toujours liée au petit peuple, et voilà, vous n'avez pas encore l'héroïne de cette histoire parce que elle est en recherche graphique, comme on dit, elle n'existe pas encore tout à fait. Voilà, donc je me suis dit, est-ce que tu pourrais juste... Il y a un truc avec marqué 4, je crois. Et il n'y a pas des photos. Les 2 cas. Voilà, et là, je voulais vous montrer un des derniers projets sur lesquels je travaille actuellement. Donc, c'est un court-métrage en stop-motion avec du coup des poupées en laine et avec une jeune réalisatrice française qui a une 30aine d'années et qui parle de alors du coup là c'est pas pour les enfants, ça parle de la fuite de 2 sœurs qui fuient leur père incestueux et qui vont trouver refuge dans une communauté de femmes. Voilà. Donc voilà, je fais pas que des trucs pour les enfants, mais on parle toujours de choses importantes. Et est-ce que tu pourrais juste montrer la photo qui commence par 1? Et voilà, et je voulais juste vous dire, donc, vous montrer où j'habite. J'habite dans le sud de la France et entre les oreilles du cheval, le petit village, c'est chez moi. Donc ça, c'est mon atelier. C'était pour rebondir sur ce qui se disait ce matin. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. Et évidemment, je suis ravie de travailler avec vous. Ils l'ont tellement dit bien avant que... Merci Anne-Claire. On va continuer dans Alice. On continue avec les images, en tout cas le monde des images. Je vais donner la parole à Alice Le Petit, qui travaille dans le domaine des écritures immersives. Alors, dans Odisseas Nuevas, il y a 2 projets qui ont été choisis stricto sensus, disons, dans cette catégorie-là, des projets immersifs. Mais dans les faits, il se trouve qu'il y a beaucoup de beaux projets, notamment tous les projets transdisciplinaires qui utilisent des technologies du immersive. Et Alice nous fait en plus, grâce à elle, on a la chance elle a à sa charge, en plus de ces projets-là, beaucoup de projets du domaine éditorial, l'architecture, design, les arts de la scène, où il y a des dimensions, en fait, immersives, où je voulais la remercier parce que c'est très varié, en fait, les disciplines dont vous provenez. Et parfois, c'est très difficile aussi de passer d'une démarche artistique à une autre démarche. Donc voilà, je te laisse la parole pour te présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alice Le Petit. Je suis designer et réalisatrice dans la création numérique et immersive.
Et je vais vous montrer une petite vidéo qui résume les projets sur lesquels j'ai travaillé ces 2 dernières années, qui sont sortis. Et après, je vous parlerai de mon parcours et des projets sur lesquels je travaille aujourd'hui. El mundo donde habitamos es vivo. Hello, my friend. I am the creator of Monsterama, the only museum dedicated to monsters. Colors are infinite. Let's dive into the fragments. Voilà, c'est un aperçu assez rapide. J'ai fait l'exercice de faire un petit montage pour que ça vous prenne pas trop de temps. Mais donc, comme vous pouvez le voir, je travaille sur des projets très variés en termes de format. Donc moi, je suis formée à la base de l'école qui s'appelle Olivier de Serres en réalisation multimédia. Ensuite, je me suis spécialisée au Gobelin et à l'Engmin, qui est l'école nationale de jeux vidéo et de médias interactifs, vers le design d'interaction et le game design. J'ai par ailleurs aussi une licence en anthropologie que j'ai fait un peu en dehors, mais qui influence quand même beaucoup mon travail de réalisatrice et les projets sur lesquels je travaille. Mon approche, en tout cas, aujourd'hui, se divise un peu en deux façons de travailler. Donc, il y a une partie où je suis vraiment designer et je vais accompagner des studios de création XR, des producteurs plutôt audiovisuels, parfois même des compagnies de spectacles vivants ou des institutions comme vous avez pu le voir avec la BNF, qui est la Bibliothèque nationale de France, pour les aider à concevoir une expérience qui est interactive ou immersive, pas avec ma casquette de designer. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de vraiment, là où je challenge les équipes et où j'interviens vraiment, c'est sur comment est-ce qu'on peut, comment toutes les interactions et les choix peuvent servir une intention et donc peuvent servir le cœur du projet. Donc ça veut dire passer par une bonne définition d'un brief ou d'une intention quand on est créateur, savoir ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut faire ressentir, quelle émotion on veut porter à travers le projet, et que tous les choix qui sont faits par la production et pendant l'écriture servent cette intention et aillent vraiment dans ce sens-là pour que le projet soit le plus cohérent possible d'un point de vue design. Après, en termes de livrables, ça veut dire concrètement, c'est de l'analyse des personas, c'est-à-dire construire la cible, enfin identifier bien la cible, faire une analyse du marché aussi, ça passe dedans, avoir un bon scope de la dimension aussi financière des projets, et que tout ça rentre en compte pour servir un propos, pour servir une intention de créateur et pour le mettre au service de la narration et de l'histoire qu'on raconte. Par ailleurs, je suis cofondatrice de Eclipse Creative Studio avec mon associée Stéphanie Donker, qui est réalisatrice dans le cinéma. Et ensemble, on écrit et on produit et on réalise certains de nos projets. Donc To Make a Dream, que vous avez pu voir dans le teaser, enfin, dans la présentation, qui est un projet de film full dome pour les planétariums ou les dômes, qui emmène le public à la rencontre de Yanda, un indigène Sapara d'Amazonie équatorienne, qui nous raconte son rapport au rêve, le lien qu'entretient sa culture avec le monde des rêves et comment ils font de ce monde-là un espace d'échange et de communication entre rêveurs. Donc il y a ce projet-là. On écrit aussi Eden, sur lequel on est en développement pour le moment,
ce qui est une fiction de dystopie en réalité augmentée qui questionne l'impact des filtres en réalité augmentée sur l'estime de soi. Enfin, en dehors de Eclipse, avec Atlas V et produit par Oriane Urard, on est en développement, en pré-production de notre premier jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Les Nœuds, Notes, et qui du coup parle de la mémoire transgénérationnelle. Voilà. Finir, je suis aussi membre et trésorière d'une association qui s'appelle Elixir à Kos et qui s'engage, et je m'engage activement aussi à leur côté, à valoriser et protéger le droit d'auteur, le droit de la création, le droit des créateurs, pour que leur travail soit le mieux valorisé ou le plus justement possible à travers des rémunérations, des minimums, des contrats aussi. On travaille sur des contrats types, sur des guides pour accompagner les créateurs dans la défense de leurs droits. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc aujourd'hui, je vais travailler sur, je vais vous accompagner et échanger avec vous sur vos projets. Je suis ravie. Merci beaucoup pour cette invitation. Je pense que je vais aussi beaucoup apprendre de vous sur différentes typologies de projets, donc à la fois des projets de création immersive, parfois pour Dôme, parfois en réalité virtuelle ou en salle immersive, et puis parfois des plateformes aussi avec ma casquette plus designer, où là je vais plus apporter un regard vraiment sur vraiment l'UX et la dimension un peu plus design de comment est-ce que on répond justement, comment est-ce qu'on se perd, enfin comment c'est possible de pouvoir proposer une création qui réponde qui soit accessible pour le public et qui soit la plus. Je m'embrouille un petit peu, mais en plus je pensais à pardon, je pensais à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur est-ce qu'on doit ou pas, est-ce qu'une œuvre doit être reçue par son public, est-ce qu'elle doit être entendue. C'est un peu mon job de designer de se dire, et moi je pense que justement, en fait, on devrait pouvoir se dire que toute œuvre doit être reçue et perçue et pas forcément intellectuellement comprise, mais il doit y avoir une émotion qui passe, il doit y avoir un message qui passe, quelque chose qui est transmis. Et mon job à moi, et où là, je pense que vous êtes aussi tous là pour ça, et c'est de réussir à transmettre cette émotion et être sûr qu'il y a un contact avec notre public. Voilà, merci beaucoup, et je passe la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Alice. Je dirais tout naturellement, je passe la parole à Vincent, parce que il est aussi invité pour avec ce parcours où vous avez travaillé en termes pour les développements de la communication des grandes institutions, mais aussi pour leur communication numérique et toutes les parties de contact avec les publics. Donc, je pense que d'une certaine façon, ça complète aussi le profil d'Alice. D'ailleurs, je pense que vous partagez plusieurs projets dans le domaine de l'édition, dans le domaine éditorial, enfin les projets d'Orichas dont je parle, de l'architecture, du design et aussi des arts de la scène qui sont concernés par cette question de la médiation avec les publics via les différents supports numériques ou non numériques. Et Vincent, je voulais juste vous rappeler que nous nous retrouvons aussi mercredi soir à 18h30 au Musée national des Beaux-Arts où il va pouvoir avoir un moment de présentation et de débat plus ample que cette petite présentation que tu vas nous faire maintenant. Merci. Merci, Lucie. Buenas tardes. Yo creo que el juego hoy esta tarde es de hablar en francés, entonces voy a seguir en francés. Pero estoy muy honrado y muy contento de compartir con ustedes. Y bueno, sí, el enfoque que yo tengo es los públicos, más que comunicación, pero comunicación hace parte del enfoque de los públicos. Ahora yo voy a switcher al francés. Oui, donc en français, les publics, ça a été le fil conducteur de mon parcours, ça l'est toujours, autour d'une question qui est une question portée de manière très forte en France par le ministère de la Culture, qui est celle de toucher la diversité
de la population française par les politiques culturelles. Donc, j'ai participé à ces enjeux-là à travers 3 grandes étapes dans mon parcours, et je ne sais pas si, voilà, j'ai un peu oublié ce que j'avais préparé. Donc là, je vous ai mis des endroits où j'ai travaillé, donc des grandes institutions publiques, mais aussi récemment, j'ai participé à la création et j'ai présidé une filiale de droit privé, ce qui m'a permis de rencontrer des nouvelles perspectives et qui était dans le domaine de l'immersif. Donc ça s'appelle Grand Palais Immersif, j'en dirai quelques mots demain à la conférence. Et puis quand j'ai mis des projets culturels divers, c'est que vous verrez les institutions dans lesquelles j'ai eu la chance et l'honneur de travailler, ce sont des institutions qui développent beaucoup de projets culturels très divers, et je vais aussi mis un petit peu l'ensemble des champs culturels auxquels ça m'a amené à m'intéresser, alors de manière plus ou moins approfondie, de manière plus ou moins personnelle, mais en tout cas, comme vous êtes très divers et que je m'intéresse toujours à qui je parle, qui sont mes publics dans ce cas-là, j'ai essayé de vous donner le plus d'informations possible sur ce qui nous permettrait ensuite de rentrer en relation. Peut-être on peut passer à les slides suivantes. Donc, Lucie disait communication digitale, ça en fait partie, mais c'est vrai que dans tout ce qui concerne les publics, on est dans beaucoup de leviers d'action qui passent par ce qu'on appelle la médiation, ce qui passe par ce qu'on appelle aussi le CRM, qui est le terme anglais pour Customer Relationship Management, qui est toute la question des données aujourd'hui et de la communication segmentée numérique grâce à l'utilisation de ces données, tout ce qui est évidemment communication et marketing, mais tout ce qui est aussi des nouveaux projets qui essayent d'aller au-delà des limites de ce que l'on peut faire avec nos activités telles qu'on a l'habitude de les mener, et qui nous amènent donc à la notion d'innovation. Et puis, dans les lieux où j'ai travaillé, c'est des lieux qui sont grands, où il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur les services au public, donc il y a aussi des dimensions de management, d'administration, et l'ensemble, et je le développerai mercredi, c'est beaucoup la question de politique de public au sein des politiques culturelles, et donc comment on arrive à réaliser plus ou moins, et souvent on aimerait que ça soit plus et finalement c'est moins, le fait de toucher une grande diversité de publics. Et on a ouvert le débat ce matin avec une partie de l'intervention de Claire, et c'est vraiment un débat parce que c'est une question qui est très complexe et qui est très différente aussi selon les différentes disciplines artistiques et culturelles. Peut-être juste pour ceux qui ne les connaissent pas, je crois que les images suivantes, ce sont des images des endroits. Non, ça c'était ma formation, oui, donc j'ai une formation très généraliste, mais c'est vrai que je me suis intéressé très tôt à la sociologie de la culture. Et c'est ça qui m'a amené à toute cette réflexion sur les publics. Et puis dernièrement, le ministère de la Culture a créé un cycle des hautes études qui est pour les professionnels de la culture, et où il y a une quarantaine de professionnels qui chaque année sont pris en charge un week-end par mois par le ministère de la Culture pour s'ouvrir à de nouvelles problématiques, pour réfléchir ensemble, pas seulement entre eux, mais aussi avec des personnels politiques. Dans le groupe où j'étais, il y avait une sénatrice, il y avait 2 députés, aussi avec des acteurs du privé, aussi avec des acteurs associatifs de la société civile. C'est des cursus qui sont très, très riches et que j'ai eu la chance de suivre il y a 2 ans. Et puis, j'ai une spécialisation un peu ces dernières années sur la question des musées, des expositions, et c'est pour ça que, notamment de manière plus académique, je suis un des professionnels qui participe au comité de rédaction de la revue Culture et Musée. Et puis, prochainement, je vais donner des cours, c'est un peu une autre étape dans ma vie professionnelle, sur toutes ces questions-là. Voilà, et peut-être, alors c'est après que viennent les photos, parce que, voilà. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas pu aller à Paris, ou en étant allés à Paris, n'ont pas eu le temps d'aller le visiter, c'est le parc de la Villette, j'en dirai plus demain. Donc c'est un très grand espace pluridisciplinaire à Paris, sur les lieux des anciens abattoirs parisiens. Donc c'est là que j'ai débuté ce métier qu'on appelle en France directeur des publics, et qui était extrêmement riche. Et là encore, je vous invite, si vous pouvez, demain j'en dirai un peu plus, pour expérimenter toutes sortes d'actions et de programmation. La programmation est extrêmement importante, comme le disait Claire ce matin. Voilà.
Ensuite, j'ai travaillé au Centre Pompidou. Alors en fait, demain, j'en parlerai un peu à l'inverse parce que le Centre Pompidou a été créé avant le Parc de la Villette et le Parc de la Villette, c'est un peu l'héritier du Centre Pompidou dans sa volonté de s'ouvrir largement à la ville, d'être un lieu de débat. Et il est peut-être beaucoup plus connu encore que le Parc de la Villette, notamment par son architecture iconique. Et c'est un endroit extrêmement riche en termes de programmation, extrêmement complexe aussi en termes de gestion, et où j'ai eu la chance de travailler pendant 7 ans sur la diversification des publics et l'ensemble des services au public. Et puis la dernière étape, c'est le Grand Palais. Le Grand Palais, alors c'est aussi un très grand bâtiment qui est tout près du Palais présidentiel, en bas des Champs-Élysées, qui est actuellement en fin de rénovation et sur lequel on a aussi une programmation pluridisciplinaire. Vous voyez que c'est 2 axes importants dans mon parcours, pluridisciplinarité et puis public, politique de public. Le Grand Palais est associé aux musées nationaux à travers la réunion des musées nationaux. Les musées nationaux, ce sont une cinquantaine de musées en France dans un ensemble de plus de 1000 musées. Mais dans ces musées nationaux, il y a des tout petits musées, mais il y a aussi le plus grand musée du monde, qui est le musée du Louvre. Donc, j'ai eu l'occasion ces dernières années de travailler aussi avec l'ensemble de ses partenaires. Donc, là aussi, un lieu où il y a une très grande diversité de programmation qui permet d'expérimenter des stratégies de public différentes sur chacune de ces programmations. Donc là, c'est vrai que j'ai commencé à y travailler il y a maintenant plus de 13 ans et c'était tout le développement du digital mobile. Donc là, on a associé aux politiques de public les politiques digitales. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a été amené à créer cette filiale privée, Grand Palais Immersif, pour développer une politique d'innovation. Et voilà, et peut-être j'ai terminé juste pour vous dire un peu tout ce que ça m'a amené à aborder. J'ai oublié l'architecture, alors que je suis 2 projets d'architecture, mais j'ai pas mal travaillé avec des architectes, puisque j'ai travaillé sur la fin de la construction du Parc de la Villette avec Bernard Tchoumi et Christian de Portzamparc. Et puis j'ai surtout, par rapport au projet que je suis amené à suivre avec vous, avec Patrick Bouchin, sur des projets beaucoup plus collaboratifs et qui, je pense, sont un peu dans l'esprit de ce que vous avez proposé. Voilà, souvent dans la culture, on a aussi des passions personnelles. Donc moi, elles m'ont amené à expérimenter la création du côté de la photographie et du théâtre. Voilà, et je crois que j'ai voulu quand même vous dire, et peut-être il faudrait que je le dise en espagnol, c'est la prochaine slide, que tengo una relación muy especial con América Latina desde hace muchos años. Que yo viajé a Argentina hace 40 años para la transición democrática. Y yo estaba muy joven, pero estuvo muy fuerte y que tuve la oportunidad de volver a muchos países. Y yo tengo una relación muy fuerte con Colombia porque mi esposa es colombiana. Entonces yo viajo a menudo allá. Y lo que les quería decir también es que mi relación con América Latina tiene algo del Quijote, ¿no? Como el que lee mucho, joven a 17 años y que sueña de un continente que no conoce y donde hay unas cosas que pasan que son como más grandes que lo que él conoce. Entonces yo conozco ahora todas las problemáticas, no todas, pero muchas de las problemáticas de este amplio continente, pero el sueño sigue y yo veo en todos sus proyectos que hay mucha ambición, mucha profesionalidad y mucha utopía también, y eso me agradó mucho y estoy muy contento de compartir con ustedes este trabajo. Y lo vamos a hacer de manera muy modesta, como mis colegas han dicho, porque yo creo que ustedes conocen mucho más la realidad de aquí y que es en el intercambio que vamos quizás a producir ideas nuevas o ayudar para que sus proyectos sigan de la mejor manera posible. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci Vincent. Merci beaucoup. Pour terminer, je vais donner la parole à Claire Dupont, qui suit 6 projets liés aux arts de la scène. Donc, on l'a entendu ce matin,
pour raconter son engagement. Je vais la laisser 5 minutes pour se présenter à nouveau. Bonjour à nouveau à toutes et tous. On a eu l'occasion de faire connaissance ce matin, donc je vais essayer de faire un peu plus court, ou en tout cas d'axer sur autre chose. Pour résumer, moi je suis venue dans ce métier par l'université d'abord, la dramaturgie et les relations avec le public. Donc je fais le lien avec Vincent. Et ensuite, très vite, effectivement, de manière d'ailleurs assez hasardeuse, j'ai été rattrapée par des artistes des jeunes artistes que j'accueillais donc au théâtre où j'étais relations publiques et qui n'avaient pas de personne pour les accompagner en administration et en production. Et ça, c'est quelque chose qui est étonnant parce qu'en fait, c'est un métier, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un métier que j'ai appris en faisant. Et ça, je crois que ça fait partie aussi beaucoup de nos métiers, en tout cas dans le spectacle vivant. Moi, j'ai été débauchée du Théâtre de la Tempête par une jeune artiste qui était programmée là-bas et qui n'avait personne, et donc qui s'était inventé un double personnage et qui répondait elle-même aux professionnels qui voulaient venir voir son spectacle en s'inventant une fausse identité. Donc, je la voyais complètement désespérée à devoir expliquer pourquoi la personne qui devait les recevoir n'était pas là ce soir. Et donc, en fait, au fur et à mesure, je lui ai proposé d'être cette personne. Et donc, je suis devenue donc sa chargée de production complètement fictive. Et finalement, à la fin de l'exploitation de son spectacle au Théâtre de la Tempête, elle m'a proposé de partir avec elle. Cette artiste aujourd'hui, c'est Pauline Bureau, qui est une artiste qui a un parcours professionnel assez spectaculaire, qui tourne beaucoup. C'est une des compagnies qui tourne le plus en France, pratiquement aujourd'hui, sur des grosses formes, des très grosses formes. Et du coup, c'est vrai que cette question de l'émergence et de ce dont j'ai parlé au début de la plénière, elle m'a questionnée tout de suite et elle m'a saisie à un moment où j'ai vu une artiste confrontée à cet endroit de je suis seule. Voilà, de la grande solitude de l'artiste face à un moment une opportunité qui lui est offerte, puisque là, effectivement, elle était diffusée dans un théâtre. Et c'était une opportunité extraordinaire. Elle était très jeune, personne ne la connaissait. Et elle était seule. Et je crois que cet endroit de comment est-ce qu'on met fin à la solitude en entamant un dialogue avec quelqu'un d'autre qui fait pas forcément ce métier d'artiste, mais qui est là justement pour faire la médiation entre l'artiste et le reste du monde presque, ça m'a saisi un peu comme une évidence. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire de la production, qui est resté l'ADN absolu de mon parcours, puisque ensuite, à partir de là, évidemment, j'ai travaillé avec d'autres artistes. J'ai monté ce qu'on appelle un bureau de production. Et ensuite, très vite, j'ai identifié un manque, puisque je viens d'un pays où les arts vivants ont la chance d'être extrêmement soutenus, où il y a quand même une chaîne de financement très claire, très identifiée, très identifiable pour les artistes qui s'y lancent. Et très vite, moi, ce qui m'intéresse, c'est les trous d'air. C'est-à-dire, c'est l'endroit où il n'y a rien. Donc, naturellement, je me suis penchée vers les endroits d'émergence qui avaient été, en tout cas, dans cette chaîne extraordinaire française de soutien, un espèce de maillon manquant, puisqu'en fait, on avait une formation extraordinaire sur l'ensemble du territoire national, et après, quelque chose qui manquait au niveau de l'insertion professionnelle. Et donc, je me suis mise à réfléchir. En même temps, j'étais rentrée à l'université et donc j'étais maîtresse de conférences. J'ai pris la direction d'un master qui travaillait à former, alors là, pour le coup, pas des artistes, mais des jeunes actifs et actives qui étaient destinés à accompagner les métiers de la création en administration et en production. Et très vite, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi ces gens-là, on les réunit pas? Pourquoi est-ce que ces jeunes artistes qui sont formés dans des écoles d'un côté ne rencontrent jamais ces jeunes administrateurs, administratrices qui sont formés à l'université? Et donc, j'ai créé ce fameux office de production qui s'appelle Prémices et qui était vraiment destiné à ça, à créer du lien, réunir les gens et travailler ensemble à des nouvelles modalités de production qui passaient par la production déléguée. Donc, la production déléguée, c'est ce qu'on appelle, en tout cas en France, parce qu'on a le luxe de pouvoir le faire,
c'est d'accompagner complètement un projet, de le produire entièrement, jusqu'à ce qu'il trouve une autonomie. Et donc, l'autonomie, ça passe par, effectivement, ensuite, on devient une compagnie, on a des financements autonomes, et à ce moment-là, on est libéré, entre guillemets, du premier soutien qui était celui de la production déléguée. Et donc, c'est à travers ce projet que j'ai candidaté au Théâtre de la Cité internationale pour le réaliser. Alors, je le dis, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est très intéressant, puisque mon premier acte de candidature était une codirection avec un homme beaucoup plus âgé que moi et que ça s'est évidemment très mal passé. Alors, je pense que c'est pas neutre non plus. Je pense que c'est bien de rappeler qu'aujourd'hui, la place des femmes dans ce secteur et partout dans le monde est quand même assez compliquée et qu'il faut la prendre et l'arracher. Voilà, donc je l'ai prise et je l'ai arrachée. Ça a été compliqué. Ça n'a pas marché au Théâtre de la Cité internationale, dont je me suis retirée. Mais j'ai continué ce projet. Et je suis aujourd'hui donc au Théâtre de la Bastille. Donc j'ai la chance de diriger ce théâtre trop extrêmement, avec une histoire forte en tout cas, sur l'accompagnement des artistes, sur la question des formes et des récits aussi, et des écritures. Et j'y ai réuni un parlement artistique, puisque je pense que ça, vous l'aurez compris, j'ai un engagement assez particulier dans ce métier, et que donc je leur propose chaque saison d'écrire avec nous un écho du monde qui part à la fois de leur geste artistique, mais aussi de leurs convictions politiques. Et donc on décline ensemble chaque saison de manière assez affirmée. Le point de départ, c'est toujours un spectacle, c'est toujours une création. Et à partir de là, on va tisser ensemble une programmation qui travaille en capillarité, avec cette question qu'on va poser ensemble. Donc, pour vous donner une idée, cette saison, on travaille sur les identités performées, puisque c'est l'identité claire et nette aussi en tout cas de l'ambition artistique de l'artiste associé qui s'appelle Gürchat Chayman, les Tyraniens. Et autour de ça, ça nous permet justement d'interroger l'identité nationale, qui est ma petite passion du moment, la question de la performance, aussi, et de l'écriture de soi, et les nouvelles places aussi, et les nouvelles familles qui apparaissent aujourd'hui, qui remettent en question les modèles nucléaires aussi, et à qui il faut faire de la place, et donner de la visibilité. Donc voilà, ça nous permet de sortir un peu aussi du cadre du théâtre. On invite des penseurs, on invite des films. Le théâtre est un ancien cinéma, donc on en profite aussi pour raviver sa mémoire à cet endroit-là. On fait du hors les murs. Et aussi, chose importante, j'ai beaucoup axé la programmation sur une polarité internationale qui me tient particulièrement à cœur, qui est celle du bassin méditerranéen. Alors évidemment, là, je suis ô combien au rendez-vous de l'actualité, bien malgré moi. Mais c'est un sujet d'importance. Et ça nous permet aussi de donner de la visibilité à des artistes qui, en ce moment, rencontrent des difficultés autrement plus difficiles que celles que nous connaissons tous en France ou ailleurs, puisqu'on parle de pays en guerre. Donc voilà. Donc ce sont des choses et des axes qui me tiennent, en tout cas, et qui me donnent aussi la possibilité de partager des visions. Et ça, c'est bien aussi, parce que je ne crois pas qu'un théâtre puisse se diriger sans les artistes. Voilà. Merci.